À Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanana a nié sa condamnation qui l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle. Pour lui, il n'y a pas d'obstacle à sa candidature en 2018. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a annoncé la mise en place d'une commission judiciaire d'enquête sur les accusations de corruption à la tête de l'État, une décision qui pourrait précipiter la fin de son mandat. Et puis, une quinzaine de ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se sont réunis mardi à Rabat pour élaborer un agenda africain sur la migration, centré notamment sur l'intégration des migrants sur le continent. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, l'ancien président Marc Ravalomanana a nié sa condamnation qui l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle. Pour lui, il n'y a pas d'obstacle à sa candidature en 2018. Plus de précisions à travers ces images. À moins d'un an de l'élection présidentielle qui doit se dérouler fin 2018 dans le pays, l'opposant et ancien président Marc Ravalomanana a réaffirmé sa volonté de se présenter et ce, même s'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité en 2010. C'est accepté, c'est accepté les Nations Unies, l'Union Européenne, une condamnation dans cette février. C'est-à-dire, fitsarana tsy nanaraka ny procédure sady fitsarana tsy maheky tsy compétent no mitsara satria ino izy jugement matoa ingahangana fotiny izy ary cour criminel ordinaire nanao azy au lieu de hoe haute cour de justice ny tokony hitsara. Marc Ravalomanana a également exprimé sa volonté de s'allier avec l'ancien président de transition, Andry Rajoelina. Si Rajoel voulait me voir et faire encore avec moi, je suis prêt. Pas de problème. Je le connais depuis longtemps. Il est businessman aussi. Il était businessman. Malgré non, j'ai dit tout. Ça, c'est la vie d'un pays, là. C'est l'intérêt national. Vous regardez. La stabilité politique. Et la situation comme ça, s'ils ont bloqué ma candidature, c'est à vous de imaginer la situation. C'est tout. Ce n'est pas une menace. Hein. En cas d'empêchement de sa candidature, l'ancien chef de l'État brandit à demi-mot le spectre de troubles politiques. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a annoncé la mise en place d'une commission judiciaire d'enquête sur les accusations de corruption à la tête de l'État, dans lesquelles il est régulièrement cité. Il s'agit pour le chef de l'État d'une pilule amère qui pourrait précipiter la fin de son mandat. Voici les images. Jacob Zuma avait jusque-là refusé d'obtempérer et avait demandé l'annulation du rapport qu'il accusait devant la justice. Mais le mois dernier, un juge de Pretoria lui a ordonné la création de cette commission dans les 30 jours. Le chef de l'État a fait appel de la forme de cette décision de justice au nom de la séparation des pouvoirs, mais a finalement décidé de s'y ranger sur le fond. The allegations that the state has been les allégations selon lesquelles l'État aurait été arraché aux mains de ses véritables propriétaires, le peuple sud-africain, sont d'une importance primordiale et méritent donc une finalité et une certitude. Deserving of finality and certainty. It is of such serious public concern. Il est tellement préoccupant que tout nouveau retard fera douter le public de la détermination du gouvernement à démanteler toutes les formes de corruption. Dismantle all forms of corruption. There should be no area of Il ne devrait y avoir aucun secteur de corruption et de coupables qui pourrait être épargné par l'étendue de cette commission d'enquête. Réclamé à corps et à cri par ses adversaires depuis des mois, cette décision de Jacob Zuma intervient un an après la publication d'un rapport officiel très compromettant pour lui. Publié fin 2016, ce document a mis en lumière l'implication d'une puissante famille d'hommes d'affaires, les Gupta, dans la gestion des affaires de l'État sud-africain, de la nomination des ministres aux pressions pour obtenir des contrats publics. Le principal parti de l'opposition sud-africaine, l'Alliance démocratique, s'est réjoui mardi de cette décision du président Zuma.
Au Niger, une dizaine de militaires seront jugés le 23 janvier prochain par un tribunal militaire. Il s'agit de militaires qui sont accusés d'être impliqués dans le coup d'État présumé de décembre 2015. Reportage. À la demande des avocats des prévenus, le procès du putsch a été repoussé au 23 janvier prochain. Parmi les militaires concernés par le procès figure le général Souleymane Salou, ancien chef d'état-major, le colonel Idi Abdoudan Awa, commandant de la base aérienne de Niamey, et le commandant Naré Maïdoka, chef du 1er bataillon d'artillerie de Tilaberi, une ville située à une centaine de kilomètres à l'ouest du pays et proche de la frontière avec le Mali. Le dossier n'a été mis à notre disposition que le vendredi, c'est-à-dire avant-hier. Or, vous savez que les avocats sont des gens assermentés. Ils prennent sur eux la charge de défendre et de bien défendre. Et pour bien défendre, il faut bien connaître le dossier. Par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis. Nous avons rendez-vous au tribunal le 23. Nous avons assuré les gens de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, que nous serons à ce rendez-vous, que nous défendrons nos clients, que nous ferons régler la vérité des faits et que la vérité judiciaire triomphera et qu'à l'issue de ce procès, nos clients seront tous relaxés. Pour mémoire, le 17 décembre 2015, le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée, justifiant l'arrestation de 12 militaires, de 3 douaniers et d'une dizaine de civils. Une quinzaine de ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se sont réunis mardi à Rabat au Maroc. Objectif, élaborer un agenda africain sur la migration, centré notamment sur l'intégration des migrants sur le continent africain. Voici les détails. Les résultats de cette réflexion collective seront présentés lors du prochain sommet de l'Union africaine prévu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie, a précisé le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à l'ouverture des travaux. La migration en Afrique est essentiellement intra-africaine. 80% des migrants originaires de pays d'Afrique choisissent une destination du continent, seulement 12% parvenant en Europe. L'Afrique du Sud arrive en tête des destinations d'accueil sur le continent avec 3,1 millions de migrants africains, suivis de la Côte d'Ivoire, 2,1 millions, et du Nigeria, 1,9 million. L'intégration des migrants et le partage des responsabilités en matière de gestion des frontières, d'intégration et de réintégration seront quelques-uns des volets majeurs de l'agenda africain sur la migration, a déclaré le ministre marocain lors de cette conférence ministérielle. La rencontre, qui a réuni une quinzaine de représentants des différentes sous-régions du continent, s'inscrit dans le cadre du mandat panafricain confié en mars au roi Mohamed VI pour élaborer une vision commune sur le programme migratoire de l'organisation panafricaine. Le Maroc, qui a intégré l'Union africaine début 2017, préconise une migration intra-africaine ordonnée. La question migratoire a été un des grands sujets du dernier sommet UEUA qui s'est tenu fin novembre à Abidjan, alors que les Européens cherchent à limiter l'afflux de migrants et réfugiés sur son territoire. En Tunisie, une manifestation à l'appel d'un collectif d'organisations de la société civile a rassemblé sans incident une centaine de personnes hier mardi dans le centre de Tunis. Toujours dans le cadre de ces manifestations, un homme est décédé dans la nuit de lundi à mardi lors de heurts nocturnes dans le pays. À l'appel d'un collectif d'organisation de la société civile, une manifestation a rassemblé sans incident une centaine de personnes ce mardi dans le centre de Tunis. Lors de heurts nocturnes, un homme est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Ces incidents interviennent au moment où la grogne sociale monte en Tunisie, notamment contre la hausse de la TVA et des contributions sociales entrées en vigueur au 1er janvier dans le cadre d'un budget 2018 d'austérité. Aujourd'hui, les partisans de la campagne Fesh Nestanu manifestent pour exprimer leur consternation et pour condamner le meurtre du premier martyr du soulèvement de 2018. Nos revendications sont les suivantes. Suspendre la loi de finances 2018, revenir aux prix initiaux des denrées et embaucher une personne de chaque famille pauvre. Ce sont en bref nos revendications.
Ce qui s'est passé hier constitue une violation de la loi, puisque l'état d'urgence est déclaré en Tunisie. Ces protestations sont le résultat d'opérations visant à raviver la tension sociale sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, après une deuxième nuit de troubles sociaux, plus de 200 personnes ont été arrêtées et des dizaines blessées lors de heurts dans plusieurs villes du pays, selon le ministère de l'Intérieur. En République démocratique du Congo, les inondations ont provoqué une augmentation des cas de choléra à Kinshasa. Selon des chiffres rendus publics mardi par l'ONG Médecins sans frontières, le nombre de cas par semaine est passé de 20 à 100 entre la dernière semaine de décembre et la première du mois de janvier. Plus de précisions à travers ces images. Selon des chiffres de Médecins sans frontières, les dernières inondations ont provoqué une augmentation des cas de choléra à Kinshasa. Cette hausse a été enregistrée à partir de la dernière semaine de décembre et la première de ce mois de janvier. Les inondations contribuent à l'expansion de la maladie. Les semaines antérieures, on a enregistré autour de 20 cas en moyenne chaque semaine. Et à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 100 cas chaque semaine. Sur Kinshasa, près de 450 cas sont enregistrés. Les inondations ont été provoquées par des pluies torrentielles dans la nuit du 3 au 4 janvier, avec une réplique dimanche 7 janvier au matin, faisant 48 morts, selon le dernier bilan en date. Depuis novembre dernier, Médecins sans frontières a enregistré à Kinshasa, au total, près de 450 cas de choléra et 25 décès. L'épidémie de choléra frappe 23 des 26 provinces de la République démocratique du Congo depuis 2017, avec près de 50 000 cas et autour de 1000 décès, selon un bilan de Médecins sans frontières. Il s'agirait de la pire épidémie de choléra dans le pays depuis 1994. L'audience préliminaire du procès en appel du Congolais Jean-Pierre Bemba, condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République centrafricaine, a commencé à la Cour pénale internationale de La Haye. Et dans ce procès en appel, les juges font face à une accusation de la part de la défense. Les détails. La défense du Congolais Jean-Pierre Bemba, condamné pour crime de guerre, a demandé mardi à la Cour pénale internationale CPI d'annuler le jugement de première instance, accusant les juges de manque d'impartialité. L'ancien vice-président congolais avait interjeté appel de sa condamnation en juin 2016 à 18 ans de prison pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Riche homme d'affaires devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le mouvement de libération du Congo MLC, en Centrafrique voisine entre octobre 2002 et mars 2003. Mais son avocat Peter Haynes a affirmé mardi en audience que les juges avaient choisi d'ignorer un grand nombre des preuves présentées par la défense. L'appelant considère qu'aucune chambre raisonnable n'aurait pu faire bon nombre des conclusions factuelles de la chambre de première instance dans cette affaire. Dit simplement, la Chambre de première instance s'est écartée si largement des conditions essentielles d'un procès équitable que le préjugé doit être présumé. Aucun jugement de première instance ne peut être maintenu dans de telles circonstances parce que l'appelant est incapable de trouver des preuves de cette injustice dans le texte du jugement de première instance. Reconnu coupable en vertu du principe de la responsabilité du commandant, Bemba avait été condamné à la peine la plus lourde jamais imposée par la Cour basée à La Haye. Ce jugement était également le premier de la CPI à mettre l'accent sur le recours au viol comme crime de guerre. Dans une affaire distincte, l'accusé avait été condamné en mars à 1 an de prison et 300 000 € d'amende pour subornation de témoins dans le cadre de son procès pour crime de guerre. Celui qui est surnommé le Mobutu miniature devrait s'adresser à la Cour au cours de cette audience prévue jusqu'à lundi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.